Voilà, donc on va expliquer tout ce qui concerne le principe de la polarisation par réflexion vitreuse. Donc tout à l'heure, on a vu que quand on avait le laser qui se réfléchissait sur ce morceau de plexi, on pouvait le polariser. Alors on va tout expliquer. Donc voilà le schéma de l'expérience. On envoie le laser sur le morceau de plexi d'indice n. Le plan d'incidence, c'est le plan du tableau formé par UI et par la normale. Il y a dans le cas général un rayon transmis qui se rapproche de la normale et un rayon réfléchi qui suit les lois de Descartes. Donc l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion et on les a appelés alpha I. Et on a vu que l'intensité du faisceau réfléchi dépendait de ce qu'on appelle l'état de polarisation. Donc il y a deux états de polarisation possibles. On peut décomposer la lumière toujours en deux états de polarisation. Ce qu'on appelle une polarisation perpendiculaire. Donc la polarisation perpendiculaire concerne un champ électrique qui est perpendiculaire donc au plan d'incidence. Et puis il y a ce qu'on appelle la polarisation parallèle. Donc là c'est la composante du champ qui est contenue dans le plan d'incidence. Alors, nous n'avons pas à notre programme l'étude de la réflexion d'une onde électromagnétique en incidence oblique sur un dioptre plan. On l'a seulement en incidence normale, mais en incidence oblique, voilà ce qu'on peut démontrer. C'est que ici, on a les courbes des coefficients de réflexion de l'onde électromagnétique en fonction de l'angle d'incidence, suivant que la polarisation est perpendiculaire au plan d'incidence, qu'elle est parallèle au plan d'incidence ou qu'elle est aléatoire, c'est-à-dire que le champ électrique peut se décomposer en deux composantes de même amplitude, avec un déphasage aléatoire entre les deux, et une composante parallèle au plan d'incidence, une composante perpendiculaire au plan d'incidence. Alors regardons un petit peu, voilà, ça ce sont des courbes qui sont parachutées, mais qui sont intéressantes. Quand on est polarisé perpendiculairement au plan d'incidence, eh bien ce coefficient ne s'annule jamais alors qu'on fait varier la valeur de l'angle d'incidence de 0 à 90. Ça veut dire que le rayon réfléchi existe toujours pour une polarisation perpendiculaire. On l'a vérifié tout à l'heure. Jamais quand on polarisait perpendiculairement, nous n'avions l'extinction. Quand au contraire, on est en polarisation parallèle au plan d'incidence, il existe une seule valeur de l'angle qu'on appelle alpha Brewster, l'angle de Brewster, l'angle d'incidence de Brewster, pour laquelle ce coefficient s'annule. Alors ça vient de l'expression mathématique du coefficient de réflexion que je vous ai parachuté ici, parce qu'elle permet de démontrer un petit truc supplémentaire qui est intéressant. Donc si vous admettez ça, donc alpha R, c'est l'angle de réfraction, hein, c'est celui tel que l'indice de l'air fois sinus alpha I égale n sinus alpha R. Donc c'est cet angle-là. On peut démontrer cette expression du coefficient de réflexion en incidence oblique. Et on voit qu'il s'annule quand, en fait, ici, parce que alpha R ne peut jamais être égal à alpha I au numérateur, les lois de Descartes l'interdisent. Mais par contre, au dénominateur, ce terme-là peut tendre vers 0 et donc le coefficient, tendre vers l'infini et donc le coefficient tendre vers 0. C'est quand alpha R plus alpha I est égal à pi sur 2. Mais alpha R plus alpha I égale à pi sur 2, on va voir que ça nous donne une propriété géométrique tout à fait particulière qui est qu'en fait, le rayon réfléchi et le rayon réfracté forment entre eux un angle de pi sur 2. Et c'est uniquement dans cette configuration qu'on a cette propriété-là. Alors, toujours est-il qu'on annule le coefficient R parallèle lorsque on est à l'incidence de Brewster. Et quand on est dans une polarisation aléatoire, par contre, là, vous ne pouvez pas annuler le coefficient de réflexion total, qui va être la demi-somme des coefficients de réflexion. Pourquoi est-ce que c'est la demi-somme? Comme on l'a dit, toute polarisation naturelle, la lumière naturelle par exemple, peut se décomposer en ces deux composantes perpendiculaires de même amplitude avec un déphasage aléatoire entre elles. Et donc quand on additionne les coefficients de réflexion, il y a les deux contributions et donc cette somme ne s'annule pas. Alors si l'on veut polariser par réflexion une onde électromagnétique, comment faut-il faire? Si vous avez une lumière aléatoire qui arrive sur un dioptre de ce type et que vous vous placez à l'incidence de Brewster,
C'est ça le point le plus essentiel de ce paragraphe. Cette polarisation aléatoire peut être décomposée en une polarisation parallèle et une polarisation perpendiculaire. Mais comme on a vu que quand on est à l'incidence de Brewster, le coefficient R parallèle s'annule, mais pas R perpendiculaire, cela signifie que on est parti d'une onde qui n'était pas polarisée, elle était polarisée aléatoirement, elle n'était pas polarisée rectilignement. On la fait se réfléchir à l'angle de Brewster et on récupère une lumière polarisée dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence, puisque il n'y a pas de champ électrique qui se réfléchit et qui soit contenu dans le plan d'incidence. Ça, je pense que vous l'avez compris. Alors, à quoi ça sert ça? Eh bien, les photographes s'en servent. Si vous imaginez que ça, c'est une vitre, et que derrière, il y a un objet à photographier, un poisson rouge, qu'est-ce qu'on fait? Le photographe met son appareil photo, il se met à l'angle de Brewster, donc il a fait des études poussées en physique, il se met à l'angle de Brewster, il a son polariseur devant son objectif, et il va croiser son polariseur, qui va jouer le rôle d'analyseur, avec le champ électrique incident. De ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il annule la lumière qui s'est réfléchie sur la vitre, et donc, il sera capable de voir ce qui est derrière la vitre, et donc, en gros, il élimine le reflet, en fait, sur cette vitre. Donc, vous voyez, une utilisation très pratique de cet angle de Brewster. Donc, c'est pour ça que certains appareils photographiques ou des caméras sont équipés de polariseurs à leur extrémité.